Le lundi 19 février 1990 démarraient au PLM Malédio à Cotonou les travaux de la conférence des forces vives de la nation. L'un des symboles de cette conférence historique est la Constitution du 11 décembre 1990 qui, comme d'autres textes majeurs de la République et bien d'autres pratiques convenues depuis, connaît aujourd'hui un toilettage. Alors, que reste-t-il de ce qu'il convient d'appeler les acquis de cette conférence nationale? Effacés, améliorés ou plutôt renforcés? En tout cas, 30 ans après, les Béninois se posent des questions. Au cours de cet entretien, le président de la République, Patrice Talon, répondra à ces questions. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Bonsoir. Et pour lui poser toutes ces questions, qui mieux que quelqu'un qui a vécu cette conférence de l'intérieur à l'époque en tant que journaliste, reporter de l'ERTB, André-Marie Johnson, bonsoir. Bonsoir Gaston. Gaston Yamaro, vous êtes journaliste, vous êtes directeur de Déman Radio, qui est une radio communautaire qui émet et rayonne dans une grande partie de la région nord du Bénin et qu'on peut capter également sur Internet. Monsieur le Président, au cours de cet entretien, nous allons parler des libertés, aussi bien individuelles que collectives, du multipartisme, de la lutte contre l'impunité, mais évidemment, nous parlerons aussi des réformes institutionnelles et politiques. André-Marie Johnson, avant de vous laisser poser la première question au Président de la République, Monsieur le Président, vous n'étiez pas parmi les 493 délégués à cette conférence, mais comment l'avez-vous vécu en son temps en tant que citoyen béninois? C'est vrai, je n'avais pas eu le privilège d'être un acteur direct de cet événement majeur, historique pour ma génération. J'avais, je crois, 32 ans. J'étais opérateur économique très concerné par la vie politique, sociale, économique de mon pays, ce qui conditionne bien évidemment mes ambitions. Mais je me rappelle très bien que j'étais rempli d'enthousiasme, euphorique même, en suivant en direct sur les ondes de la radio béninoise le déroulement de cette conférence et qui, pour moi, constitue le fait majeur, fondateur de la nation béninoise après notre indépendance. C'était un événement important pour nous, fondateur de tous les espoirs. Je peux vous dire, en ce moment, il n'y a pas eu un seul Béninois et qui a été indifférent à la portée de l'événement. Qui d'entre nous, à l'époque, n'a pas été envahi par une fierté de vivre une mutation dans une ambiance telle, sans effusion de sang, en bonne convivialité, qui n'a pas été envahi par l'espérance de démocratie, de liberté, de développement. C'était pour nous le nouveau départ, la renaissance du Bénin, le point zéro. Monsieur le Président, nous allons enclencher avec le premier volet de notre entretien. Vous avez voulu que cela soit une causerie, eh bien, ça sera une causerie. Monsieur le Président, vous avez annoncé pendant votre campagne en 2016 que le Bénin devait être réformé. Et vous avez d'ailleurs annoncé les grands axes sur lesquels vous feriez vos réformes. Une fois arrivé dans l'exercice du pouvoir, vous avez commencé vos réformes. Une des réformes, nous allons en parler, s'il s'agit des réformes sur les libertés individuelles et collectives. Et là, nous nous focalisons sur les lois qui ont été prises pour encadrer le droit de grève au Bénin. Alors, ça fait un tollé dans l'opinion. Certains n'ont pas hésité à dire que c'était un reniement, ni plus ni moins, des grands acquis de la conférence nationale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont pensé cela? Vous savez, la conférence des forces vives de la nation béninoise a été, pour la plupart d'entre nous, la renaissance de notre espérance de développement dans un environnement de liberté, de démocratie. Et pour certains, cela devait suffire pour nous développer, pour nous épanouir. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, c'était le point de départ, c'était le point zéro. On ne peut pas penser et espérer, comme certains de nos concitoyens, que la conférence nationale et les textes fondateurs de notre nouvelle dynamique suffiraient à eux seuls pour créer le développement, créer la richesse, créer les emplois. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous continuent de penser que les acquis de la conférence suffisent.
Et en termes d'acquis, c'est notre choix politique fondamental de démocratie et l'économie libérale. Mais 30 ans sont passés. Et quand on fait le bilan de notre évolution, de ce que nous avons fait de notre pays, de ce que ce nouvel environnement nous a permis de construire, est-ce qu'on peut être fier du parcours, des résultats? Tout le monde reconnaît que nous manquons de tout. Que même les choses les plus caractéristiques de ce que nous avons été, l'école, s'est dégradée. La santé, n'en parlons plus. Les infrastructures minimum de confort de vie, l'eau, l'électricité, manquent à la plupart de nos concitoyens. Alors, est-ce que nous restons sur cette lancée de fierté des thèses qui fondent à nouveau le Bénin depuis ce temps-là? Nous refusons de diagnostiquer notre environnement pour voir qu'est-ce qui fait que le développement n'est pas au rendez-vous 30 ans après. Le rôle des dirigeants, le rôle des gouvernants, de la cité, c'est bien celui-là, de faire le diagnostic et de procéder aux ajustements nécessaires, capables, susceptibles d'impulser enfin le développement. C'est ce que j'essaie de faire avec l'équipe actuelle, mon équipe, et cela peut être diversement apprécié. Est-ce qu'il n'était pas temps de réformer nos habitudes, de nous mettre au travail un peu plus sérieusement? Les réformes, ce n'est que ça. Je peux vous dire que pour nous développer, et d'ailleurs comme la plupart des communautés humaines, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région, il n'est pas nécessaire d'avoir du pétrole, d'avoir du diamant, d'avoir du bois, d'avoir des richesses du sous-sol. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable pour se développer. Toutes les communautés humaines, quelle que soit l'époque, ont su affronter les conditions de vie, les obstacles à leur développement, et avec leurs mains et leurs têtes, ils ont pu transformer leur environnement, apporter une réponse à leurs préoccupations, à leurs besoins, et se développer. Le pétrole en soi, brut, n'est pas une richesse. Il a fallu transformer pour faire de ce produit une richesse à la dimension que nous lui connaissons aujourd'hui. Or, ce qui caractérise cette capacité de l'homme à avancer, à transformer son environnement, c'est son sérieux, sa rigueur, son abnégation à faire ce qu'il convient de faire. Et cela seul peut suffire. D'ailleurs, pas peut suffire, cela seul suffit. Au Bénin, on peut noter que dans la plupart des secteurs de vie, nous avons manqué et nous manquons de sérieux, de rigueur, de détermination, de volonté. Si nous l'avions eu, nous serions développés, à coup sûr. Combien de nations ne nous ont pas donné l'exemple dans le monde? Ils sont développés parce qu'ils sont mis au travail. Combien d'entre nous, pris individuellement, issus de familles pauvres, dans un environnement défavorisé, ne sont pas parvenus au sommet de la hiérarchie sociale parce qu'ils ont été déterminés, laborieux, sérieux, volontaristes. Mais c'est la seule chose que j'ai demandé, que je prie chaque fois mes concitoyens de faire, ce en quoi je demande qu'il y ait une foi, une vraie adhésion, corriger nos tares, nos insuffisances, nous mettre au travail de manière plus sérieuse, plus laborieuse. Et c'est cela, les réformes. Ce n'est pas plus que ça. Là, c'était sur les libertés collectives. Si nous venons sur le terrain des libertés individuelles, on peut faire référence à une publication d'Amnesty International en date du 20 janvier qui parle d'un climat de peur et de censure, d'ailleurs, en évoquant 17 activistes et journalistes en prison, à la lumière du Code du numérique, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que les libertés ont reculé, la liberté d'expression a reculé au Bénin? Je n'ai pas évoqué la notion de liberté spécifiquement en parlant des réformes. Je vous ai dit que les réformes, pour moi, constituent la solution à nos problèmes qui sont caractérisés par nos insuffisances. Plus particulièrement en ce qui concerne les libertés, je n'ai pas l'impression, je ne le vois pas ainsi, que les réformes nous ont fait perdre notre liberté, la démocratie ou la liberté tout court. Ce choix que nous avons opéré il y a 30 ans, à la satisfaction de tous les Béninois de la nation entière, sont à préserver. Et d'ailleurs, notre pays reste un pays de démocratie moderne. Les libertés ne sont pas compromises. Certaines peut-être. Et je peux vous le dire, pour moi,
Et quand j'observe mon pays, j'observe la manière dont les choses évoluent, le pays change tout doucement à nos yeux, je n'ai pas l'impression que nous avons perdu la liberté de faire ce qui est permis et compatible avec l'intérêt général. On a peut-être perdu la liberté de faire impunément ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt général ou ce qui est préjudiciable à l'intérêt général. Je pense que ça, oui. On a perdu cette liberté de faire des choses impunément. Donc vous n'observez pas ce sentiment de peur au niveau de vos compatriotes? Mais avoir la crainte de la reddition de comptes, pour moi, n'est pas quelque chose de contraire à une nation moderne, organisée, de démocratie et de liberté. Que les gens, aujourd'hui, soient convaincus et aient peur de devoir rendre compte de ce qu'ils font, pour moi, c'est une bonne chose. On peut choisir d'enfreindre les lois de la République, mais il faut être disposé à en répondre. Alors les gens ont peur de quoi? Ils ont peur de faire quelque chose qui est permis et qui est compatible avec l'intérêt général, ou ils ont peur de faire des choses interdites, des choses non compatibles avec l'intérêt général. Je veux comprendre. Non, nous parlons principalement de la liberté d'expression. Oui. On parle des journalistes en prison, on a aussi les classements de RSF qui ne sont pas en faveur du Bénin. Je n'ai jamais porté plainte pour suivi un journaliste qui ait critiqué l'action gouvernementale ou m'a critiqué ou même m'a proféré des injures. Pourtant, on le voit. Ce genre de préjudice, en tout cas ce qui me concerne, ce n'est pas déterminant. Mais est-ce que un journaliste qui est poursuivi par un autre concitoyen pour atteinte grave à ses intérêts moraux, même matériels, et que la justice se prononce sur ce fait-là, constitue un recul des libertés? Vous savez, nous demandons à tout le monde de respecter l'intérêt général, de préserver l'intérêt individuel, la liberté d'aller et de venir de chacun. Mais est-ce que quand l'agent de police commet des choses reprochables, il ne rend pas compte de cela? Est-ce que l'instituteur qui a pris un sac de riz dans le stock de la cantine de ses enfants, aujourd'hui ne répond pas de ce qu'il fait? Pourquoi voulez-vous que parce que quelqu'un serait un journaliste, quand il porte préjudice à quelqu'un, que la personne ne porte pas plainte? Je vais vous poser une question à vous personnellement. Un journaliste est un activiste de la toile, parce qu'aujourd'hui nous confondons tout. On confond les activistes de la toile avec les journalistes, c'est devenu aujourd'hui notre réalité. Quelqu'un prend votre image, manipule l'image et vous présente dans une position compromettante, en train d'avoir donné la preuve que vous avez une relation extra-conjugale et vraiment faire de la manipulation d'image. Diffuse cela. Cela peut faire exploser votre ménage. Cela peut vous porter des préjudices irréparables. Est-ce que si vous portez plainte et que la justice sanctionne ce fait-là, est un recul de liberté de presse? On pourrait peut-être ne pas le dire, mais on fait peut-être un parallèle. Avant vous, il y avait le Code de l'information et de la communication, oui, qui dépénalisait le délit de presse. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que le Code du numérique a repris cette pénalisation autrement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette ambition que le monde entier, y compris le Bénin, que nous avons eue en disant la critique des médias, quels que soient ses travers, doivent être préservés? Et c'est pour cela que partout dans le monde, on a dit qu'il faut dépénaliser les délits de presse et qu'il n'y ait que des condamnations financières civiles. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à la cohabitation de l'Internet qui a fait une éruption spectaculaire dans ce domaine, de sorte qu'on ne sait plus exactement qu'est-ce qui relève des médias, qu'est-ce qui relève de la presse professionnelle et qu'est-ce qui relève simplement de l'intox et de l'activisme. Donc nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui remet tout en cause, qui exige que nous ayons une lecture plus sérieuse de cet environnement-là. Et je pense que dire qu'en aucun cas, nul ne devrait répondre pénalement de ces agissements, quand bien même porterait gravement préjudice à quelqu'un. Je viens de vous donner un exemple. Quelle peut être la réparation financière
compatible avec les moyens de celui qui est concerné. Quand un journaliste commet un tel délit et qu'on le condamne à payer 1 million d'amende comme pour réparation, il ne peut pas les payer. Qu'est-ce qui va se passer? On l'a observé. Les gens n'ont rien à faire des condamnations financières. Et ce genre de situation, aujourd'hui, pour moi, ça je le dis, hein, mais je ne peux pas dire que c'est une vérité absolue, mais pour moi, il est important que chacun puisse répondre, les uns autant que les autres, de ce qu'ils font devant la loi. On l'aura compris, Monsieur le Président de la République, les Béninois peuvent compter sur vous pour défendre et renforcer notre démocratie. Absolument. Ah oui, j'y tiens. Alors, ceci nous amène au deuxième volet de notre entretien qui est consacré aux réformes sur le multipartisme, les réformes institutionnelles et politiques également. Je vais aborder immédiatement la question de la réforme du système partisan. Nous étions partis d'à peu près 300 formations politiques à 12 aujourd'hui. Une de vos réformes a permis d'arriver à ce résultat. Naturellement, ce n'est pas du goût de tout le monde. Il y a ceux qui applaudissent, mais ceux qui trouvent tout simplement que c'est un reniement de notre démocratie, que c'est un reniement, disons, de l'un des acquis fondamentaux de la conférence nationale. Parce que tout le monde avait applaudi à la fin de la conférence l'avènement du multipartisme intégral. Alors, partir de 300 et arriver à 12, pour certains, c'est tout simplement un scandale. Mais la réforme du système partisan n'a pas remis en cause le multipartisme intégral. Nous avons simplement dit que du fait que la Constitution est réservée aux partis politiques l'animation de la vie politique, la génération des gouvernants, puisque pour siéger en tant que député, il faut être présenté par un parti politique. Et l'Assemblée nationale est le lieu consacré majeur du débat politique. Nous avons dit aussi que pour être un élu local, communal, il faut être présenté par des partis politiques. C'est ce choix politique que nous avons fait, et consacré par la Constitution depuis 30 ans, donne donc aux partis politiques le privilège, voire la responsabilité de produire les gouvernants et de diriger la cité. Le Bénin est un pays unique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce qu'un parti politique qui a vocation à conquérir le pouvoir et l'exécuter peut être sans gêne un parti de quartier, de région, d'une ethnie? Normalement, non. Normalement, non. L'idéal pour nous, c'est que les partis aient l'envergure nationale compatible avec la responsabilité nationale qui va avec l'exercice du pouvoir. Nous avons pu constater que depuis que nous avons proclamé le multipartisme intégral, il n'y a pas eu au Bénin un seul parti politique d'envergure nationale. Alors, on croise les bras, on laisse faire ou on tente de faire quelque chose pour inciter, pour susciter la création de grands partis politiques d'envergure nationale. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qui a été fait, ce que les acteurs politiques même ont souhaité. Et la réforme actuelle exige que les partis politiques qui ont la responsabilité, même un peu exclusive, d'animer la vie politique et de produire les dirigeants politiques, que les partis politiques doivent avoir une envergure nationale, doivent être représentés partout dans le pays et doivent être en mesure, tout au moins, de présenter des candidats à l'élection législative dans toutes les circonscriptions du Bénin. Pareil pour les élus communaux. Ce sont ces règles souhaitées de tous qui conduisent à la fusion de plusieurs partis politiques et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 12 partis politiques. Ce n'est pas parce que nous avons décrété qu'il n'y aura que 12, 4 ou 5 ou 20 partis politiques. Nous avons dit simplement que pour exercer le pouvoir politique au Bénin, il faut avoir l'envergure nécessaire, compatible avec la responsabilité nationale. Et si les gens se sont regroupés, se sont fusionnés, et aujourd'hui nous avons 12 partis politiques, c'est à saluer, c'est formidable. Cette réforme était censée aussi régler la question de la transhumance politique. Mais ces derniers temps, on a remarqué ce jeu de chaises musicales entre le Bloc républicain et l'Union progressiste qui se réclament de votre majorité.
Qu'est-ce que vous en dites? La transhumance est un travers de notre système. Ça n'existe pas qu'au Bénin. Donc je voudrais quand même vous dire que ce comportement qui est regrettable, on peut dire que c'est le côté éthique-moral de l'activité politique. Nous n'avons nulle part pris comme un élément majeur des réformes la transhumance politique, non. En fait, la transhumance politique n'est pas si, à mon sens, si préjudiciable et à la responsabilité politique des acteurs au sens de ce que je vous décris, avoir l'envergure nationale qu'il faut pour exercer le pouvoir et que quelqu'un ne se sente plus bien dans un parti politique et aille dans un autre, pourvu qu'il soit dans un parti politique d'envergure. Mais ce comportement qui parfois est lié à la recherche de positionnement et d'intérêt individuel, pour moi, est un travail moral des acteurs politiques. Ces choses-là, nous parviendrons à les corriger tout doucement, mais il n'est pas évident que ce soit par la loi que nous parvenions à corriger tous nos travers. Moi, je n'ai pas l'illusion que du jour au lendemain, nous parviendrons à faire de tous les Béninois des saints. Ce n'est pas qu'en politique qu'il y a des travers du genre. Donc, au fil du temps, nous allons parfaire notre modèle, nous allons corriger tous nos travers, mais on ne peut pas vouloir que la loi, instantanément, corrige tout. Et vous serez les premiers à dire que, voilà, nous avons voté une loi qui contraint les gens à rester quelque part où ils ne veulent plus rester. Vous savez, il faut que nos lois soient compatibles avec l'exigence de respect de la liberté individuelle quand cela ne montre pas directement que c'est préjudiciable à l'intérêt général. C'est un exemple que vous avez donné qui est une préoccupation, mais qui, pour moi, n'a jamais été un élément important, majeur des lois qui ont été votées pour réformer le système partisan. Ça viendra peut-être demain, peut-être quand ce sera votre tour. Monsieur le Président, sans vouloir personnaliser le débat, il y a tout de même un de nos enseignants du supérieur ici qui est professeur de sciences politiques et professeur de droit constitutionnel qui estime, s'agissant de la réduction des partis politiques, du nombre des partis politiques, que cette élimination devait se faire de façon tout à fait naturelle, qu'il n'était pas besoin de le faire au forceps. Mais pourquoi vous insistez sur votre première idée, élimination des partis politiques, réduction des partis politiques? Personne n'a réduit le nombre de partis politiques au Bénin. Personne n'a éliminé les partis politiques. Nous avons dit, avec la classe politique tout entière, que pour aller à la compétition législative, il faut présenter des candidats dans tout le Bénin. Pour exercer le pouvoir législatif, pour exister au Parlement, il faut avoir une représentativité minimum. Il faut peser au moins 10% de l'électorat national. Tout cela également, c'est pour parvenir à une cohésion dans l'exercice de pouvoir par les groupes politiques. Comment voulez-vous qu'un conglomérat d'une dizaine, vingtaine, trentaine de groupes politiques se mettent ensemble pour exercer le pouvoir de manière cohérente et efficace? Il faut aussi que les groupes politiques qui ont vocation à exercer le pouvoir, à le conquérir, à l'exercer, aient une taille minimum critique pour qu'il y ait une cohérence dans l'action de gouvernance. Donc, ce sont ces éléments-là qui ont incité les gens, les acteurs politiques, à se regrouper pour nous donner aujourd'hui qu'une douzaine de partis politiques. Donc, je ne vois pas ce qui a été trop forcé, c'est vrai, même si on peut dire que c'est des mesures un peu pour forcer un peu la main, on peut le dire. Mais oui. Parce que les mesures de compétition ont relevé le niveau d'exigence pour l'intérêt national. Mais ce qu'il faut voir, est-ce que ces exigences qui ont été fixées sont compatibles ou incompatibles avec la bonne gouvernance et le développement? Est-ce qu'elles sont superflues ou elles sont pertinentes, ces mesures-là? Que les partis doivent avoir une envergure nationale, avoir un minimum de représentativité pour conquérir, exercer le pouvoir politique au plan national. D'ailleurs, pour vous dire, quand ce qui est bien doit être obtenu par tous les moyens, est-ce que c'est critiquable? Ce qui est bien, ce qu'il faut faire, quand il faut mettre au monde un enfant et qu'il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On y va quand même. Ce qui est bien, utile, nécessaire pour l'intérêt général, même pour l'intérêt individuel, même quand c'est pénible, même quand ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, il faut le faire. Moi, c'est ma façon de comprendre mon action, mon rôle, ma mission. C'est que, par exemple,
même au moment où on parlait de 300 partis, près de 300 partis, en 2015 par exemple, aux législatives, sur les près de 300 partis, il n'y en avait qu'une vingtaine en alliance qui avaient pu aller aux élections. Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment déjà cette loi de sélection naturelle qui existe? C'est plus que ça. Ce n'est pas une vingtaine, c'est plus que ça. La question que je vous pose, est-ce que... Là, les rôles sont inversés maintenant, Monsieur le Président. Nous avons dit en début de l'émission que c'est une causerie. C'est une causerie. D'accord. Est-ce que nous maintenons le modèle du débat? C'est une causerie, n'est-ce pas? Tout à fait. On échange des arguments, nos commentaires. Alors, moi, ma question est celle-ci, je veux la répéter. Est-ce qu'il est convenable qu'un parti politique qui a vocation à exercer le pouvoir, à conquérir d'exercer le pouvoir politique, soit d'une taille minimum, soit d'une représentativité minimum? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est favorable à la bonne gouvernance? C'est favorable à la cohésion de l'action gouvernementale quand les gens quand ils vont conquérir le pouvoir? Est-ce que c'est pas gênant? Ça n'aura rien de mauvais que 10, 20, 30 groupes politiques se mettent ensemble pour gouverner. Vous savez, vous écoutez, vous suivez dans le monde, les pays dans lesquels nous avons de grosses coalitions qui exercent le pouvoir, c'est toujours très compliqué, très difficile. Personne ne souhaite que ce soit des coalitions hétéroclites qui gouvernent. C'est jamais bon. Je vais vous dire, prenez le gouvernement précédent, vous n'allez pas trouver 2, 3 ministres provenant d'un même groupe politique. Et on fait des remaniements ministériels tout le temps pour satisfaire la multitude de partis politiques en attente. Quand vous pouvez avoir une politique cohérente, d'une action efficace, quand chaque portefeuille doit changer de main tous les ans. Et ça, ce sont les conséquences de notre modèle existant. Qui vient d'être réformé de toutes les façons. Et je pense utilement. Et en tout cas, aujourd'hui, plus qu'au départ, on peut voir que beaucoup de partis ont eu cette facilité-là de se formaliser aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte-là de retomber dans ce multipartisme pléthorique qu'on était censé régler? J'espère bien que non. Si il y a 30, 40 partis politiques qui sont d'envergure nationale, parce que nous sommes quand même 11 millions d'habitants, si tous les adultes s'inscrivent dans les partis politiques, on peut en avoir une centaine, c'est bien possible. Mais une chose est certaine, il ne peut pas y avoir plus de 10 partis politiques représentés au Parlement, à cause du seuil de représentativité exigé pour les partis politiques. Il faut recueillir au moins 10% des suffrages exprimés pour avoir droit au partage des sièges à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'au maximum, c'est 10 partis politiques qui peuvent être représentés au Parlement. C'est déjà beaucoup, 10 partis politiques au Parlement. C'est beaucoup. Monsieur le Président, toujours au chapitre des réformes institutionnelles, cette fois-ci, après 2 tentatives infructueuses, on peut dire que le toilettage de la Constitution a finalement eu lieu à la 3e tentative et à la faveur du dialogue politique que vous avez instauré. Alors, au nombre des réformes obtenues sur ce chapitre, on peut citer l'intégration de la Cour des comptes dans notre Constitution. Il y a eu aussi qu'on a réformé un tout petit peu la Haute Cour de justice. Est-ce que vous considérez que ce sont là des avancées notoires? Si pour la Cour des comptes, le commun des Béninois était d'accord qu'il nous fallait une Cour des comptes, mais pour la Haute Cour, le toilettage, est-ce qu'on devait maintenir la Haute Cour? Il fallait juste... Je ne pense pas que nous ayons pu tout faire. Vous avez dit c'est une 3e tentative de toilettage de la Constitution et il y en aura d'autres. Une Constitution n'est pas un texte inscrit dans le marbre qui ne peut changer, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, et quelles que soient les réalités. Je n'ai pas non plus l'illusion qu'en mon temps, nous serions capables de faire tout ce qu'il convient de faire. Un pays, c'est une dynamique et chacun fait sa part. C'est pour ça que je n'ai pas fait de l'échec de la révision de la Constitution que j'ai introduite la première fois, je n'en ai pas fait un problème majeur. Mais je veux seulement noter que ce qui vient d'être fait relève davantage de la volonté de la classe politique que de la mienne. Et je veux qu'on le dise parce que la plupart des éléments qui ont été retouchés dans la Constitution proviennent d'un consensus
obtenus entre les acteurs politiques ayant siégé au dialogue politique. Cela, pour moi aussi, c'est une leçon. J'ai voulu, au début du mandat, aller à la réforme constitutionnelle parce que cela faisait partie de mon diagnostic et de mes propositions pour améliorer notre environnement et pouvoir nous développer sans frein. Mais c'était quelque chose qui provenait de ma vision et de celle de mon gouvernement. Cette fois-ci, que la vision est venue d'un ensemble plus large d'acteurs politiques, ça a prospéré. Donc, moi, je tire leçon de ce succès. Et à l'avenir, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Il faut trouver les voies et moyens d'avoir plus d'adhésion à une idée pour la faire prospérer et la faire aboutir. Et pour moi, c'est déjà pas mal. Le reste viendra. La Haute Cour de justice, les tests de l'organisme n'ont pas pu être toilettés pour la rendre plus efficace, de sorte que les dirigeants puissent répondre systématiquement de leurs faits, de leurs agissements, de la manière dont ils ont pu gérer les affaires publiques. C'était dans le premier projet de révision, nous avions voulu toucher à ce volet de la Constitution, au dialogue politique. Cet élément n'a pas été relevé comme indispensable, nécessaire pour la révision de la Constitution. Je ne suis pas revenu sur mes propositions de début, ce n'était pas mon ambition, ça viendra un jour. Nous allons aborder le volet consacré à la lutte contre l'impunité et la mauvaise gestion. C'est un sujet qui fâche, mais on va essayer de l'aborder avec beaucoup de tact. Le dernier rapport de Transparency International a classé le Bénin au 80e rang sur une liste de 180 pays pour l'indice de perception de la lutte, disons, sur la corruption. Et il faut dire qu'en 2016, quand vous arriviez aux affaires, le Bénin occupait la 95e place, puis le Bénin a progressé de 5 points en 5 points, et finalement, nous sommes allés à la 85e place en 2018, et voici que pour l'indice de 2019, le Bénin se retrouve à la 80e place. C'est dire que même Transparency International a su apprécier la qualité du travail qui est fait au niveau du Bénin. Il y a une nette progression. Mais vous savez, ça c'est la perception vue de l'extérieur. Il y a maintenant ce que pensent les Béninois à l'intérieur. Pour un bon nombre de Béninois, cette lutte, qui devait être une lutte contre l'impunité, on vous reproche d'en faire une lutte pour régler des comptes à des personnes qui ne penseraient pas comme vous. Je l'ai entendu maintes fois. Ma réponse, elle est simple. D'abord, pour revenir sur l'appréciation internationale de la lutte contre l'impunité, nous avons progressé de quelques points, de quelques rangs. Nous sommes 80e sur combien 180. Mon ambition est d'être premier. Je voudrais que dans le monde entier, le Bénin soit cité comme le pays où la lutte contre l'impunité est la plus appréciable de tous les pays du monde. Je voudrais être premier. Je voudrais que le Bénin soit premier. Mais c'est une dynamique, ça ne peut pas se décréter et se conquérir du jour au lendemain. Nous faisons des petits pas dans ce domaine. Si à l'international ça se perçoit, à l'intérieur du pays également, je ne pense pas que le plus grand nombre ne voit pas que les choses changent, qu'il y a un petit changement qui est en cours. Alors, est-ce que la lutte est sélective? D'abord, je n'ai de compte avec la personne, je ne pense pas. Et ce n'est pas dans ma nature intrinsèque, personnelle. Puis politiquement, je n'ai pas aussi l'impression que aucun de ceux qui me sont proches, aucun de ceux qui ont été mes partisans les plus actifs, même pour mon arrivée dans la fonction, qu'aucun n'ait jamais été inquiété. Ce n'est pas vrai. Je ne vais pas citer de nom, mais vous savez très bien que des gens qui ont été très actifs, des gens qui ont œuvré à mon arrivée dans la fonction, que certains ont dû répondre de leurs actes. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer leur courage. C'est des gens qui n'ont pas fui. Quand ils ont été interpellés, ils ont accepté d'aller devant la justice, répondre de leurs actes, et certains ont dû faire amende honorable, exécuter des peines de prison pour répondre à cette exigence qu'ils ont prônée. Mais de manière générale, quels sont les hommes qui ont gouverné, qui ont exercé les fonctions, qui ont géré les ressources publiques et qui doivent répondre de leurs actes? C'est davantage ceux qui l'ont fait avant notre arrivée qui sont concernés.
Donc, qu'il y ait des audits sur l'action des gouvernants passés, cela s'interprète comme étant des audits sélectifs. Mais voulez-vous que nous laissions ce qui a été fait pour ne regarder que ce qui est en cours? Et d'ailleurs, techniquement, c'est compliqué. Ce qui est sûr, même si nous demandons à ceux qui ont exercé des fonctions d'intérêt public, ceux qui ont géré la chose publique, on leur demande de rendre compte et que cela est instauré, il est évident que quand nous partirons, quand je partirai, quand les ministres actuels partiront, ils devront à leur tour répondre de ce qu'ils auraient fait avec les prochains gouvernants. Dans tous les cas, il faut commencer un jour. Jusque-là, jamais personne ne répond de ces actes, notamment les dirigeants de la cité. Jamais. Alors, cette appréciation est subjective, mais je ne veux pas systématiquement dénier à mes compatriotes le bien fondé de leur jugement. Certains le disent de bonne foi. Certains, c'est peut-être juste parce qu'ils sont des opposants qui le disent. Mais je reconnais que mes compatriotes qui font des critiques à propos de l'action gouvernementale ne sont pas tous de mauvaise foi. Et ça, c'est pour l'amélioration de ce que je fais, de ce que nous faisons. Il est bien de faire attention aux critiques, mais de ne pas s'arrêter à cause des critiques. D'essayer d'améliorer, de faire mieux les choses. Et je peux vous dire que j'ai la volonté de faire attention à tout ce qui se fait en mon temps, de prévenir mes collaborateurs et de punir, de sanctionner systématiquement quand j'ai la conviction que quelque chose est fait en mon temps, de pas bien, de contraire à l'intérêt général. Monsieur le Président, les Béninois veulent savoir quand même quelle est votre approche du développement, quelle est l'idéologie dont vous êtes le plus proche. On va vous faire deux projections. Oui. D'abord, il y a une citation de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a dit que l'histoire des peuples est faite de longues disciplines et de soudaines indisciplines. Il arrive un moment où quelqu'un sort du lot et dit non. Une manière de rebattre les cartes. Ça, c'est ça qu'on a voulu interpréter au niveau africain. On a voulu prêter cette méthode à l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings et à l'ancien président burkinabé Feu Thomas Sankara. C'est-à-dire, il a dit cette méthode révolutionnaire d'arriver, de mettre les pieds dans le plat et de mettre fin à la récréation, comme on dit. Il y a une autre conception qui veut que vous le veuillez ou non, on vous fera le développement, la dictature du développement, que votre prédécesseur a d'ailleurs promis aux Béninois. Alors, en regardant les deux approches que nous venons de vous projeter, de quelle tendance vous êtes le plus proche en matière de développement? Moi, je n'ai pas d'idéologie. Vous êtes libéral. Je suis pragmatique. Ce n'est pas d'idéologie. Je note que mon pays a besoin de satisfaire ses besoins les plus essentiels. L'eau, l'électricité, les pistes rurales, la route, l'école, la santé, tout nous manque. Je pense que quand on a des biens à partager, on peut avoir une idéologie. L'idéologie du partage. Comment? Qui fait quoi? Qui prend plus que qui fait quoi? Mais quand tout vous manque, quand vous n'avez rien, votre seule idéologie, c'est de tout faire pour qu'il y ait le minimum. C'est l'action du Bénin. C'est pour ça que je pense qu'en réalité, à l'étape où nous sommes, il n'y a pas véritablement d'idéologie pour conduire l'action gouvernementale. Il faut parer au plus pressé, il faut satisfaire les besoins les plus indispensables au développement. Alors, est-ce que faire ce qui est bien, nécessaire, indispensable, par tous les moyens, est une dictature? Alors, pour utiliser l'expression la dictature du développement, le développement est indispensable au peuple, aux nations, aux individus. Le bien-être moral, physique, matériel est indispensable. C'est la quête de tout le monde. C'est ce à quoi tout le monde aspire. Trouver les moyens de satisfaire ces besoins-là, ou les satisfaire par tous les moyens, même si on peut ne pas être compris, mais qu'on est de bonne foi, et qu'en plus l'action porte ses fruits, est-ce que cela doit s'appeler dictature de développement? Je ne sais pas. Le mot dictature me paraît trop fort, très péjoratif.
pour qu'on l'utilise pour la satisfaction des besoins essentiels. Je pense qu'en toute chose, surtout en ce qui concerne les communautés humaines, leur évolution et leur vie, quelle que soit la période de l'époque, il faut qu'il y ait parfois des gens pour faire le diagnostic, le point de ce qui ne va pas et de ce qui se passe. C'est le rôle des gouvernants de faire le diagnostic et de proposer la solution aux problèmes du jour, de l'heure. Est-ce que c'est mettre les pieds dans le plat ou bien c'est dire aux siens, mais ça suffit, on peut faire les choses autrement, on peut bien faire les choses, on peut résoudre nos problèmes par tel ou tel moyen. Si c'est cela, mettre les pieds dans le plat, moi je veux bien. Donc, je veux bien. On vous sent proche de cette théorie-là. C'est-à-dire, vous êtes... Mais pourquoi se contenter de ce qui ne va pas tout le temps parce que c'est nos habitudes? Il dit, c'est bon, nous sommes faits comme ça, nous agissons comme ça, c'est notre façon de vivre, même si cela est incompatible avec le bien-être de tous. Non, si quelqu'un peut par moment dire, mais non, c'est pas bien, on peut faire autrement. C'est faux que la pauvreté est une fatalité. Parce qu'en ce qui nous concerne, que quelqu'un ne puisse jamais venir dire, non, la pauvreté n'est pas une fatalité, nous pouvons nous développer. Ce serait malheureux. Si dans une génération, c'est un seul ou c'est plusieurs au cours d'une génération, on peut dire que ceux-là mettent le pied dans le plat, je veux bien. À la différence que vous n'êtes pas un militaire, vous êtes un civil. Donc, les autres qu'on a cités pour illustrer l'exemple de l'abbé Pierre, c'était des militaires, Rollins et puis Sankara. Donc, vous êtes de civils qui met les pieds dans le plat. Si on peut résumer comme ça. Oui, il y a plusieurs façons d'interpréter la conscience des siens. Je pense que d'ailleurs, en ce qui concerne le Bénin, les Béninois ont fait la preuve qu'ils sont capables de changer leur destin, de subir les mutations. Nous l'avons fait en 90 par la conférence nationale. Et c'est ce que nous célébrons d'ailleurs. Nous disons ça fait 30 ans qu'on l'a fait. Nous avons cette faculté. C'est pour ça que je dis le Bénin est un grand peuple. Nous sommes capables, à un moment donné, de faire le bilan de notre parcours et de dire stop. On l'a fait il y a 30 ans. Nous sommes en train de le faire à nouveau. Je dis 30 ans après, nous avons instauré la démocratie, les libertés, modèle économie libérale. Nous avons vu que nous n'avons pas été en mesure d'exploiter tout cela pour le développement. Qu'on ne s'est pas mis sérieusement au travail. On a pensé que la conférence nationale suffirait à elle seule pour créer la richesse, le développement, les emplois. On vient de constater que non, ça n'a pas suffi. Mais voilà ce qui nous a manqué. Et ça, nous avons dit, nos habitudes, nous allons les corriger. Nous allons faire plus d'efforts, nous allons faire des sacrifices. Nous allons perdre des choses, des libertés qu'on avait et qui devenaient incompatibles avec l'intérêt général. Nous étions pratiquement dans l'anarchie, qui est une forme de démocratie. Vous le savez très bien. L'anarchie est la forme de démocratie la plus avancée. Mais si l'anarchie ne sert pas le développement, on peut mettre fin à ça et dire non, que chacun reste dans le droit chemin. Le peuple béninois l'a montré dans son histoire, dans son parcours. Et ce qui se passe actuellement est l'illustration de cette capacité que nous avons à faire de la mutation pacifiquement. Aujourd'hui, ça fait 30 ans, en tout cas, que la conférence des forces vives de la nation a démarré. On remarque en tout cas aujourd'hui que la jeune génération ne connaît vraiment presque rien de cette conférence. Est-ce que le gouvernement, à l'occasion de cet anniversaire, compte peut-être éditer des documents à l'usage des élèves et étudiants, par exemple? Oui, avec le gouvernement, nous avons prévu de célébrer nos 60 années d'indépendance avec les 30 ans de la conférence nationale. Ce sont deux étapes majeures dans notre vie. Les indépendances et ce nouveau départ d'il y a 30 ans. Puis, ce troisième événement, à nouveau un autre départ. Vous savez, les nations feront toujours de nouveaux départs en fonction des exigences du temps. Donc, nous allons avoir un vaste programme de célébration de ces valeurs du Bénin, l'indépendance, la conférence nationale, l'action qui est en cours. D'abord, pour rappeler aux uns aux autres le parcours qui a été le nôtre, celui de notre génération, parce que 60 ans, ce n'est pas si loin que ça. Je venais de naître, c'est vrai, il n'y a pas longtemps. La conférence nationale, je l'ai vécue, avec, comme je vous ai dit, avec euphorie, avec enthousiasme. J'étais déjà un acteur de la place.
Aujourd'hui, je suis quelque part où je voudrais montrer aux Béninois que nous avons les capacités qu'il faut, nous avons même la grâce de pouvoir agir par nous-mêmes, pacifiquement, pour changer notre destin. Nous allons donc célébrer, nous allons avoir un programme important de rappel, d'appréciation, de critique et même de célébration par des activités festives pour marquer cette conjonction de l'indépendance nationale de les 60 ans et des 30 ans de notre conférence nationale. Monsieur le Président de la République, nous, les Béninois, nous en voudrons si nous ne portons pas à votre attention une question qui revient comme une rengaine dans tous les débats que nous avons suivis depuis le début de ce mois de février et à propos de la conférence nationale. Unanimement, les Béninois veulent que quelque chose reste sur les lieux où se sont déroulés les travaux de cette conférence. Quand on regarde le bâtiment aujourd'hui, le bâtiment qui a abrité les travaux de la conférence nationale, on est un peu écœuré et on se demande, mais où allons-nous, où sommes-nous et où allons-nous, qu'est-ce que nous faisons de ce patrimoine-là? Alors, est-ce que pour la célébration des 30 ans, vous avez une annonce à faire aux Béninois sur le devenir de cette salle de conférence, ce lieu mythique de notre démocratie? La salle de conférence de l'hôtel PLM Alédio a été le cadre où s'est tenue cette conférence. Et cela, pour ceux qui l'ont vécu, constitue un endroit mythique. Mais le mythe réel et le patrimoine qu'il faut préserver, c'est le contenu de ce qui s'est passé dans cette conférence nationale. Et d'ailleurs, quand nous évoquons la conférence, nous ne voyons pas la place où les débats ont eu lieu, véritablement. Je dois vous dire que le symbole que constituerait la salle de conférence de l'hôtel PLM Alédio ne me paraît pas être vu par tous les Béninois comme véritablement le symbole de cette mutation. Notre constitution, les textes qui sont issus de la conférence nationale constituent pour moi le symbole le plus fort, le souvenir le plus fort de ce que nous avons fait en 90. Le PLM Alédio, malheureusement, est tombé en ruine. Nous n'avons pas su faire les investissements qu'il faut pour l'entretenir. Mais nous venons de faire un investissement important à Akpakpa, dans la zone, en faisant les aménagements de protection de notre côte, de sorte à faire également de ce lieu un espace balnéaire. Nous avons près de 30 hectares d'eau maîtrisée qui constitue pratiquement un lac marin. C'est un patrimoine économique touristique important. L'idéal serait que cette zone, avec l'esprit de la conférence nationale, devienne pour nous un facteur de création de richesse, d'emploi, de développement. Si ce lieu, le PLM Alédio, peut être le symbole de notre développement touristique, avec un complexe hôtelier extraordinaire qui va drainer des centaines, des milliers de personnes tous les ans, créer de l'emploi, créer de la richesse, nous rendrons davantage service à notre nation que de garder quelque chose en ruine. Ma volonté, mon souhait, c'est que le PLM Alédio et le lac marin qui le juste constituent un complexe balnéaire de développement touristique. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va être réhabilité. Tout à fait. Absolument. Mais je ne pense pas qu'il serait pertinent de vouloir garder les lieux tels quels, en symbole de ce que la conférence nationale a été. L'idéal serait que ce lieu soit également porteur de ce qu'a été la conférence. Parce que c'était pour notre développement que nous avons fait cette conférence, c'était l'espoir de développement. Alors ce lieu sera effectivement pour demain la preuve que le développement qui a été évoqué à l'occasion de la conférence peut être une réalité au Bénin. Est-ce que le nom restera au moins PLM? Entre le mot PLM, le nom Alédio ou le tout, demain quel nom il faut donner, mais moi, si c'est pour mon expérience personnelle, mon émotion personnelle, je voudrais bien que tout ce qui se fera sur ces lieux immortalise le nom PLM Alédio. Je voudrais bien. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien, puisque nous sommes à la fin de cet entretien qui a été consacré aux réformes du gouvernement en lien avec les acquis de la conférence des forces vives de la nation 30 ans après.
Merci. Nous retenons en tout cas que vous maintenez le cap des réformes et que d'ailleurs, certaines de ces réformes commencent à produire des résultats. Il reste à souhaiter qu'elles soient désormais davantage bien perçues et surtout moins douloureuses pour les concitoyens. C'est ma prière, c'est mon souhait. Et je pense que les réformes sont, c'est vrai, dans la mise en œuvre difficiles pour les uns et les autres, parfois un peu pénibles, parfois exigent des sacrifices. Et c'est pour cela que je voudrais à nouveau inviter mes concitoyens, les uns et les autres, à croire à notre destin commun, à croire à notre capacité de mutation, à vaincre nos démons, à corriger nos travers pour enfin trouver le développement. Il n'y a pas à être pessimiste parce qu'on peut dire depuis 30 ans, après la conférence, nous n'avons pas fait grand-chose. Est-ce que les 30 années à venir, nous serons capables de faire mieux? On peut observer que des choses qui paraissaient inimaginables sont en cours et que c'est ça l'histoire des nations. Parfois, les choses peuvent mettre du temps à se faire, puis il peut y avoir aussi une accélération dans le développement. Nous l'observons, c'est ma volonté, nous y travaillons et chacun de nos concitoyens, les uns et les autres, contribue à cela. C'est fort appréciable et c'est ainsi que nous allons davantage donner du sens à notre idéal exprimé, matérialisé, consigné à l'occasion de la Conférence nationale des forces vives de la nation il y a 30 ans. Nous allons jouer notre partition pour donner à la Conférence nationale un contenu concret. Merci, Monsieur le Président. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera donc tout pour cette émission qui recevait le président de la République, Patrice Talon, qui nous parlait de ces réformes comparées donc aux acquis de la Conférence des forces vives de la nation 30 ans après. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.